Ilian travaille pour un magasin de téléphonie à Paris et rencontre une jeune femme très jolie avec qui il échange quelques SMS avant d'organiser un rendez-vous et de boire un verre ensemble. Lors de ce rendez-vous, le pire arrive et malheureusement, à cause de sa religion, il sera torturé et battu presque à mort. Ilan Halimi travaille, comme tous les jours, dans le magasin de son père. Mais ce jour-là, une jeune femme, blonde, grande, habillée d'un pantalon en jean, avec des bottes blanches, un petit pull rose et une écharpe assortie, et une jolie veste noire, tape dans l'œil de Ilan. Elle est intéressée par un téléphone Samsung et elle veut l'acheter. Elle demande des renseignements et il lui donne avec grand plaisir puisque c'est son travail. Il craque pour elle complètement et ils échangent leur numéro de téléphone. Les deux jeunes gens se mettent à communiquer par téléphone et décident de se rencontrer et d'avoir un date le 26 janvier 2006. Ilan emmène la fille qu'on appellera Alma. Ils se retrouvent au bouquet d'Alésia pour boire un verre. Toute la soirée se passe pour le mieux pour Ilan et Alma. Ils échangent, ils rigolent. Et au moment de la fin de soirée, Alma dit à Ilan qu'elle a peur de rentrer toute seule chez elle. Ilan, étant bien éduqué, lui propose de la ramener jusqu'à la ville de Sceaux, au sud de Paris. Il ne le sait pas encore, mais comme il est juif, un homme prépare son kidnapping depuis plusieurs semaines pour pouvoir demander une rançon contre sa libération. Le chef du groupe est Youssouf Fofana. Donc pour pouvoir mettre en place le kidnapping de Ilan, il a depuis plusieurs semaines rassemblé des personnes qui sont perdues, qui n'ont pas de travail, qui ont un problème psychologique ou qui sont très influençables. Donc il les choisit et il en rassemble à peu près 23, d'après ce que j'ai trouvé. Ces 23 personnes sont âgées de 17 ans jusqu'à 32 ans. Moi je vais pas dire gang parce qu'ils appellent ça un gang, mais un gang c'est pas du tout ça. Les médias ont appelé ça le gang des barbares, mais c'est pas ça un gang. Un gang c'est complètement autre chose. Là c'est plus un groupe de personnes vulnérables qui ont été manipulées par Youssouf. Donc je vais pas dire le gang, mais je vais dire le groupe, puisque c'est un terme beaucoup plus concret et réel. Le 18 janvier 2005, Samir rend visite à Gilles S dans sa loge. Et ce qui est habituel pour Gilles, puisque Samir habite dans l'immeuble. Et au cours d'une conversation, Samir demande à Gilles s'il aurait un appartement à louer, un appartement qui se libère. Il dit qu'il a un projet professionnel et qu'il aurait besoin d'un lieu où mettre son matériel et pouvoir travailler tranquillement. Il propose au gardien, donc Gilles, de lui louer l'appartement, de le mettre en priorité là-dessus. Et en contrepartie, il lui donnera 5 000 € pour pouvoir refaire la cuisine. Et Gilles, le gardien, accepte. Il ne sait absolument pas ce qui va se passer. L'appartement qui s'est libéré se trouve au 3e étage de l'immeuble de la rue Serge Prokofiev. C'est un 3 pièces avec 2 chambres donnant sur un balcon, un grand salon, une cuisine, une salle de bain, des toilettes et un sol recouvert de linoléum. Donc dans le cadre de la mise en place du plan de Youssouf Fofana, il décide de choisir une jeune femme pour pouvoir servir d'appât. Avant que l'appât fonctionne sur Ilan, ils ont essayé une trentaine de fois sur d'autres hommes. Sur les trentaines de personnes qui ont été ciblées par Youssouf, ça n'a pas fonctionné. Youssouf a appris de ses erreurs, malheureusement, au fil des essais de kidnapping. Il s'est rendu compte qu'il ne devait pas se prendre à des personnes trop intelligentes, trop âgées, trop fortes physiquement ou qui n'étaient pas manipulables. Il valait mieux prendre une personne très jeune,
qui étaient un peu plus aptes à accepter un rendez-vous rapidement. Et donc c'était toujours des personnes juives qu'il ciblait, malheureusement. Il faut savoir qu'Alma, au moment où Youssouf lui propose d'aller draguer quelqu'un contre de l'argent, ne sait pas du tout ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était dans un état psychologique très faible, elle était très manipulable et elle venait d'échapper à 2 tentatives de suicide. C'est pour vous dire à quel point Youssouf choisissait des personnes très vulnérables. On revient au fait qu'il a un rendez-vous et il accepte donc de ramener Alma chez elle sur un parking. Donc il se gare sur le parking du gymnase Clos Saint-Marcel. Dans les buissons un peu plus loin, Fofana et son clan les attendent. Mais ça fait un moment qu'ils les attendent et ils étaient sur le point de partir pensant que Alma n'avait pas réussi, comme les 30 dernières fois, à appâter le jeune homme. Là, ils entendent des bruits de pas, les bruits de pas de Alma et d'un homme qui la suit. Il sort un tissu blanc, l'imbibe d'éther, le plaque sur la bouche et le nez de la victime. Rien à faire, Ilan Halimi se débat et hurle. Alma s'enfuit vers le parking plus bas. Elle entend la détresse du jeune homme pendant 2 minutes peut-être. Il demandait à l'aide, il avait une voix aiguë de fille. Dans la voiture, toutes portes fermées et fenêtres fermées, Moko écoute la radio. Fofana sort un rouleau de scotch acheté le matin même à Cora. Il colle de l'adhésif sur la bouche en sang d'Ilan Halimi, sur ses yeux aussi. Lui menotte les mains. Nous l'avons ensuite chargé dans la voiture, déclara Jean-Christophe S., une autre personne qui fait partie du clan. Donc ils le mettent dans le coffre qui n'a pas de plage arrière et Halimi se débat encore de toutes ses forces. Youssouf démarre la voiture et passe devant Alma. Il a une cagoule et lui fait un signe. Elle s'est trompée de direction. Elle doit retourner sur ses pas et retrouver Moko. La fille panique, pleure et Christophe M la récupère. Elle tremblait, elle était apeurée. Elle regrettait ce qu'elle venait de faire immédiatement. Elle disait qu'Iliane était très gentille. Mais c'est trop tard. Elle peut pas revenir sur ce qu'elle vient de faire. Donc en cette nuit d'hiver, Ilan Halimi se retrouve par terre, paupières et bouche scotchée, nez en sang, mains menottées et pieds liés. Ils viennent de le déposer dans un appartement sans chauffage. Ils tremblent de peur au milieu d'une pièce vide où ils sont sûrs qu'aucun voisin ne pourra entendre les cris d'Iliane. Il y a 3 autres personnes qui font partie du clan. Nabil, JC et Yaya, qui malheureusement ne posent aucune question et obéissent aux ordres. Pour les 3 jeunes gens, en plus de Moko, Youssouf est vraiment leur patron. Nabil, qui travaille comme livreur pour la marque Domino's Pizza, ce soir-là travaille, va faire sa prière à la mosquée et après prend son vélo pour rejoindre Youssouf. Donc pareil pour JC qui entre dans l'appartement et voit Iliane donc en sang, torturée, sur le sol 2 jours après son arrivée. Il a rien, on ne lui a pas donné à boire, on ne lui a pas donné à manger, c'est de la maltraitance. Ça devient un véritable martyr. Ilan ne peut rien faire et plusieurs personnes, donc il faut savoir qu'à ce moment-là, 5 personnes sont au courant, même 6 avec Alma, sont au courant de ce qui se passe et ne disent rien. Le gardien de l'immeuble également est au courant maintenant de ce qui se passe dans l'appartement qu'il a loué. Mais il ne prévient pas la police par peur des représailles. Donc le gardien dira « c'est la merde, il faut faire quelque chose ». Samir lui répond qu'il ne peut rien, que tout risque de leur tomber dessus. Pas question de mettre les leurs en danger. Le gardien de 31, donc la peur au ventre, accorde 3 jours supplémentaires à Samir pour sortir tout le monde de là. Et ils se retranchent tous les deux dans la lâcheté. Donc 2 jours après, ils transportent Ilan à un autre endroit qui est une cave à Bayeux. Et là, Youssouf et la bande envoient des emails
aux parents. Le 31 janvier 2006 à 12h11, un email est envoyé depuis un cybercafé qui est dans la rue d'Alésia dans le 14e arrondissement de Paris. L'email précise que le 2 février, tout doit être prêt pour l'encaissement de la demande de rançon et qu'il demande une réponse le 31 janvier, soit le jour même, avant 19h30. J'attends votre accord à l'email prison96@yahoo.fr pour confirmer la libération de votre fils. Ce mail a été envoyé à Didier Halimi. Le 1er février, au matin, une réponse est envoyée par les négociateurs parce que Didier a informé évidemment de la disparition de son fils et depuis 10 jours, ils sont à sa recherche sans aucune nouvelle, sans aucune réussite. Les négociateurs ont répondu à l'email en disant: vous avez fait erreur de cible. Mon fils peut sembler riche, mais nous ne le sommes pas. Nous avons emprunté de l'argent, c'est tout ce que nous pouvons faire. Inutile de contacter les proches d'Ilan ou la communauté juive. Nous ne pouvons pas payer plus. Je suis prêt pour un échange contre l'argent. Contactez-moi sur liberté966@yahoo.fr. La demande de rançon à l'origine était de 450 000 euros. 450 000 euros. C'est énorme. Sauf que, comme il vient de le dire, ils n'ont pas pu rassembler cette somme. Pour eux, c'était impossible. Et les négociateurs, il faut savoir qu'en France, refusent toutes les demandes de rançon contre des kidnappings pour éviter justement d'avoir de plus en plus de kidnappings. Moi, ça me rend folle parce que, que l'État ne donne pas d'argent pour libérer des personnes qui ont été kidnappées, pourquoi pas. Mais quand c'est la famille qui prend son argent pour les donner et libérer justement leurs fils, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, j'en sais rien, pourquoi les en empêcher ? C'est-à-dire, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont quand même réussi à rassembler un peu d'argent pour libérer leur fils. Vous imaginez le stress et l'angoisse pour les parents de recevoir ce genre de mail. Donc, à 18h50, le même jour où il a été envoyé l'accord en disant qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ils se sont rendus compte que justement le fameux email qui a été envoyé par le ravisseur venait donc du cybercafé. Et ils ont réussi, grâce aux caméras de surveillance, le suspect était décrit comme un homme noir de 1m75 et entre 25 et 30 ans. Le 2 février, Liberté 966 reçoit un nouveau message de niax05@yahoo.fr. Je vous préviens, pas de police au rendez-vous où on coupe un doigt de votre fils. Rendez-vous à 13h30 devant le KFC Châtelet avec l'argent. Donc Didier Halimi acquiesce à 17h48. Je paierai, ne faites pas de mal à Iliane, envoyez vos instructions. Deux connexions sont repérées par Yahoo, l'une à 16h55 rue de Tanger dans le 19e arrondissement et l'autre à 18h20 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e arrondissement. Donc les forces de l'ordre interviennent mais manquent de peu le suspect. À 18h20, un message radio alerte la police de la présence d'un individu correspondant à la description rue Jean-Pierre Timbaud, mais Youssouf n'a pas été interpellé par la police. Le 6 février à 11h30, Didier Halimi reçoit des instructions pour se rendre seul place Clichy avec un téléphone et de l'argent. Il espère que cela marque la fin de cette terrible épreuve pour Ilan. Donc Didier Halimi est envoyé par la police à la place Clichy, mais sans intention de payer la rançon, car céder aux exigences des ravisseurs n'est pas une pratique courante pour eux en cas d'enlèvement. Les forces de l'ordre sont camouflées parmi la foule, les passants et les commerces locaux se préparent à capturer le maître chanteur qui a manipulé tout le monde depuis maintenant 16 jours. Pour Didier Halimi, il n'y a aucune avancée, les minutes semblent durer des heures. Il reçoit 7 appels de 12h27 à 12h50 lui ordonnant de se rendre à Bruxelles, ce qu'il refuse. Le 8 février, les ravisseurs menacent de tuer Iliane si la famille ne répond pas et ne paie pas la rançon. Le 10, le 11 et le 12 février passent dans un silence pesant. Didier Halimi perd espoir et demande de l'aide à la crime à Noël Robin le 13 février.
Robin suggère de prendre contact avec les ravisseurs, mais il est déjà trop tard. 2 policiers assistent à l'autopsie d'un homme retrouvé, brûlé, près de Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est Ilan Halimi. La brigade de recherche est complètement déboussolée parce qu'en fait, ils ont fait une grosse erreur. Ils pensaient que c'était des professionnels du kidnapping qui les avaient contactés et se rendent compte qu'en fait, c'était juste un clan, un regroupement de jeunes gens. S'ils avaient su, ils auraient procédé complètement différemment parce que là, c'était vraiment de la folie et malheureusement pour Halimi, pour Ilan Halimi, ça s'est très mal terminé. Il a été torturé, battu à mort, il a été brûlé à plusieurs reprises avec des cigarettes, on lui a mis de l'essence sur lui, on lui a fait des coupures, il avait des hématomes sur tout le corps et il a été immolé. Donc il a été retrouvé encore en vie mais est mort sur la route pour aller vers l'hôpital. On va parler un peu de la vie de Youssouf Fofana. Il était considéré enfant comme un enfant sage et très respectueux. Après un déménagement à Bagneux, ses problèmes s'aggravent, ses résultats scolaires chutent et son comportement devient de plus en plus problématique. Il est connu des services de police dès son adolescence à cause de plusieurs délits. Fofana finit par quitter l'école en 1998. Sous surveillance de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, depuis 1995. Il montre très peu d'intérêt pour le système éducatif imposé. Il justifie son chemin de délinquance par son environnement et ses influences venant de grands criminels. La durée de la séquestration d'Ilan Halimi est du 21 janvier au 13 février 2006, le jour où on a retrouvé son corps. Le pauvre Ilan était décrit comme un jeune homme gentil, aimant, et c'est horrible ce qui lui est arrivé. Donc Fofana a été jugé. 27 personnes seront accusées d'avoir participé d'une manière ou d'une autre au destin tragique d'Ilan Halimi. En 2009 puis 2010, des verdicts allant de la prison à perpétuité jusqu'à l'acquittement ont été prononcés. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir que sont devenues les personnes qui ont participé à ça. Ils ont tous été libérés, sauf Youssouf Fofana qui, il faut savoir, en France, la perpétuité, c'est 20 ans de prison. C'est pas resté à vie en prison. Donc, il aurait dû ressortir cette année. Mais heureusement, il a créé des problèmes dans la prison où il était et il a agressé un codétenu, donc ce qui lui a valu 10 ans de prison de nouveau et il a demandé lui-même à être en isolement. Il voulait pour les 10 ans de la mort de Ilan fêter ça. Ce sont ses propres mots. Puis il a récidivé. Youssouf Fofana s'est déjà illustré en 2012. Il s'était filmé à l'intérieur de la prison de Clévo. Dans la quinzaine de vidéos postées sur YouTube, il développait son habituelle rhétorique antisémite et islamiste qui lui vaudra 7 ans supplémentaires pour apologie du terrorisme. Le prisonnier a peu de contact avec le monde extérieur, sa mère ne lui rendait que très rarement visite. Au cours de sa détention, il s'est pacsé avec une détenue de la prison de Rennes, condamnée dans la même affaire. L'administration pénitentiaire leur permettait de communiquer régulièrement. Seulement, depuis que la jeune femme a été libérée, elle ne lui aurait plus donné de nouvelles. Youssouf Fofana reçoit néanmoins du courrier de la part de certains admiratrices et admirateurs. Alma, qui était l'appât dans l'affaire Halimi, elle était mineure au moment des faits. En fait, elle n'avait que 17 ans et sortie de prison en 2012. Elle avait été condamnée à 9 ans de prison. Le directeur de la prison, Florent Gonsalves, tombe amoureux d'elle. Donc étant donné que l'affaire est découverte, donc la relation entre le directeur de la prison et la détenue, elle est transférée ailleurs pour éviter que ça continue. Après sa libération, cette histoire amoureuse la suivra toujours parce que François Gonsalves a écrit un livre et un film est sorti suite à la publication de ce livre. Gilles Serrurier est sorti de prison 2 ans plus tard parce que c'est lui qui avait fourni les clés de la cave et de la chaufferie pour torturer
Ilan Halimi. Il y a Jean-Christophe Sambou qui a été condamné à 18 ans de prison. Il y a Aït Abdelmalek qui purge une peine de 15 ans de prison à Fleury-Mérogis. C'est un des gars qui avait torturé à coups de cutter, coupé Ilan. Jean-Christophe Dizigo, lui a été condamné à 15 ans de prison parce qu'il était mineur à l'époque. Lui, il écrasait des cigarettes sur le corps d'Ilan. Non, ça a été vraiment une histoire très compliquée à traiter, comme toutes les histoires, vous me direz, mais là, le fait qu'il soit enlevé et torturé parce qu'il est juif, c'est juste horrible et aberrant. Pour la famille, j'imagine même pas le traumatisme. Comment psychologiquement c'est possible d'engrainer autant de personnes? Il y avait quand même plus de 20 personnes qui étaient au courant de la machination et qui ont aidé au kidnapping, à la torture et à se débarrasser du corps. C'est juste un calvaire et pour moi il y a erreur, une grosse erreur judiciaire dans le sens où ceux qui sont employés et qui sont formés pour négocier ont complètement foiré. Et peut-être que s'ils avaient réagi différemment, Ilan Halimi aurait été libéré. Et moi, ça me fout en rogne parce que les négociateurs ont chié dans la colle. Mais ils ont fait de leur mieux en fait. Ils pouvaient pas savoir à ce moment-là que c'était des débutants, des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bon, on va dire que voilà, qu'il y a eu des erreurs. Et le pauvre Ilan, il est juste tombé amoureux, il a fait un date avec une jeune femme super belle et sa fin a été complètement tragique. Comment c'est possible de garder autant de jours une personne, que autant de personnes soient au courant et que personne ne dise rien? Moi, je comprends pas ça, je ne comprends pas comment c'est possible. Et bon, c'est comme ça que cette histoire se termine. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Quand vous faites un date, faites très attention à qui vous donnez rendez-vous.